Bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on regarde un peu plus en détail une des annonces qui a été faite le mois dernier, en octobre, à notre conférence HashiConf Global. Cette annonce concerne le composant Consul Terraform Sync et plus précisément l'intégration de ce composant avec Terraform Cloud for Business, qui est la solution Enterprise de Terraform Open Source que vous connaissez tous. Donc, sans plus tarder, je vous propose le plan suivant, pour avancer dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va regarder ce qu'est Consul, plus précisément. Ensuite, on va regarder les différences entre Terraform Open Source et Terraform Cloud for Business, pour bien comprendre aussi ce qu'apporte Terraform Cloud for Business. On va regarder ensuite ce que va nous permettre de combler comme vide le composant Consul Terraform Sync, et puis on va finir par une démonstration. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que Consul? Je vais aller très vite là aussi, mais bien sûr, vous pouvez nous ressolliciter pour qu'on puisse revenir plus dans le détail sur toutes les notions qui sont évoquées lors de cette présentation. Consul, c'est vraiment la gestion dynamique de service. L'idée, c'est vraiment de comprendre pour tous nos clients, lorsqu'ils déploient des nouveaux services, où ces services vont être déployés, donc qu'on puisse avoir une base de registres centralisée qui puisse savoir à tout moment où les services sont localisés. Et en même temps, parce que c'est quand même assez différent d'une CMDB, on va faire de la supervision de la santé de ces services. Ça, c'est le point principal. Le deuxième use case auquel on répond avec Consul, c'est toute la partie Network Middleware Automation, c'est la configuration automatique des composants middleware qui vont proposer les accès à ces services, des load balancers, des firewalls, etc. Donc, c'est le deuxième point auquel on va répondre avec Consul, et c'est sur ce point-là d'ailleurs qu'intervient le composant Consul Terraform Sync dont on va parler par la suite. Et enfin, bien sûr, Consul, c'est aussi un service mesh. Il va nous permettre de déployer un service mesh pour justement arriver à déployer des réseaux Zero Trust. Juste un point central et assez important sur le fonctionnement de principe, le fonctionnement de Consul, pardon, la base principale, c'est cette share registry qui va permettre aux opérations de faire toutes leurs actions sans s'occuper des adresses IP des composants. Et c'est le point le plus important parce que l'adresse IP dans nos environnements actuels est complètement volatile. Elle peut changer alors que c'est derrière le même service qui est proposé. Et l'idée, c'est de faciliter la vie des opérations en découplant, en séparant l'adresse IP de, justement ce qu'on retrouve au point après, d'un nom de service logique. Et Consul va aider les opérations à travailler sur ces noms de services logiques. De cette façon, on va pouvoir effectivement découvrir, enregistrer et sécuriser les connexions avec tous les services. Donc voilà, rapidement, ça c'était un premier point sur Consul. On va ensuite regarder ce qu'on fait avec Terraform Cloud for Business. Et avant de commencer Terraform Cloud for Business, on va juste faire un petit rappel rapide sur Terraform Open Source. Terraform Open Source, c'est un composant, un binaire Go d'ailleurs, que tous nos clients connaissent extrêmement bien. On écrit un code en HCL, en HashiCorp Configuration Language. Il y a deux composants dans Terraform Open Source. Il y a d'abord le cœur qui va décomposer le code qu'on écrit et qui va l'ordonnancer pour qu'il puisse être ensuite, dans ce deuxième temps, être passé au provider dans le bon ordre pour le provisionnement des infrastructures. Et puis en sortie, bien sûr, on a notre state file qui est vraiment la source de vérité au niveau d'un déploiement avec Terraform. Ensuite, avec Terraform, bien sûr, et Terraform Enterprise, on va répondre à deux use cases principaux, la gestion et la compliance multi-cloud et puis l'infrastructure self-service. Alors, pour entrer un peu plus dans Terraform Enterprise et puis ici Terraform Cloud for Business, qui est la version SaaS de Terraform Enterprise, je vous propose ce petit workflow pour qu'on comprenne bien tout ce qu'on va apporter comme fonctionnalité. Donc, dans un premier temps, il est très important de comprendre que Terraform Enterprise ou Terraform Cloud, c'est une API. À la différence de Terraform Open Source, qui est un binaire Go, Terraform Enterprise, c'est une API. Et cette API va vous permettre de bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités. D'abord, cette notion de workspace qui va permettre de regrouper chacun des projets que vous avez dans un environnement complètement étanche, avec dans ces workspaces les variables et les state files qui sont donc centralisés.
ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on a bien sûr une base de registres privée. Donc, vous allez pouvoir, une base de modules privés, vous allez pouvoir utiliser uniquement au sein de votre entité les modules que vous déployez. Et comme vous le voyez en dessous, pour ceux qui connaissent bien les solutions HashiCorp, le moteur de Vault est inclus aussi dans Terraform Cloud ou Terraform Enterprise. On va vous permettre aussi, avec Terraform Cloud, Terraform Enterprise, de faire ce qu'on appelle du policy as code, c'est-à-dire de checker que le code que vous voulez déployer est conforme aux règles de gouvernance que vous avez mises en place au sein de votre entreprise. Si ce code est conforme, à ce moment-là, on autorise le déploiement. Et s'il n'est pas conforme, bien sûr, on va notifier les développeurs qui font toujours leur code en HCL, ça ne change pas. On va notifier les développeurs du changement à faire sur le code. L'avantage d'avoir une API, c'est qu'on va permettre à tous nos clients de bénéficier de plus d'agilité, notamment lorsqu'il s'agit de s'insérer dans des chaînes, dans des pipelines CI/CD. C'est le premier point. Le deuxième point, comme on vient de le voir, c'est qu'on va permettre de valider la conformité du code qu'on veut déployer, de l'infrastructure qu'on veut déployer. Et bien sûr, on va faire ça avec beaucoup plus de sécurité. Alors, il y a d'autres notions qu'on va regarder d'ailleurs ensuite dans l'interface au moment de la démo. Toute la partie droit d'accès, airbag, ces notions-là sont très fortes au niveau de Terraform Cloud. Donc, voilà pour ces deux composants, Consul et Terraform. Et maintenant, alors, qu'est-ce que Consul, Terraform, Sync? On est vraiment au niveau, cette fois-ci, de l'automatisation de la configuration des infrastructures. C'est les composants middleware que j'avais évoqués tout à l'heure. Et cette automatisation, donc le terme automatisation, vous avez compris qu'il est très fort aussi chez HashiCorp. Le but, c'est de se dire, d'un côté, j'ai un code qui est du déclaratif. Donc, lorsque je veux déployer un nouveau service, si je le fais avec Terraform, je dois déclarer ce code dans Terraform et ensuite provisionner l'infrastructure dans Terraform. Et de l'autre côté, j'ai Consul qui, lorsque mes services sont déployés, va être capable de traquer ces services, de savoir où ils sont localisés. Et entre les deux, il y a un vide qu'il faut combler, c'est comment je peux faire pour que Consul, qui voit un nouveau service qui s'enregistre, puisse dire à Terraform, tiens, j'ai un nouveau service qui vient d'arriver, provisionne, reconfigure les composants middleware par rapport à ce nouvel état, ce nouveau service. Alors, comment on faisait avant? Vous l'avez vu pendant que j'évoquais un peu tout ça, mais la plupart du temps, on a trois équipes, donc je les ai bien évoquées. Ces équipes-là, c'est l'équipe sécurité, l'équipe réseau qui s'occupe des composants réseau, et puis les développeurs qui veulent déployer le code relatif au nouveau service. Il y avait énormément d'échanges d'informations entre ces trois équipes. À un moment donné, que ce soit l'équipe réseau ou l'équipe sécurité, il y avait un ticket qui était ouvert pour dire, tiens, je vais changer la configuration de ce firewall, de ce load balancer, etc. Donc, ça induisait du temps et des erreurs. Ce qu'on propose avec Consul Terraform Sync, c'est de s'affranchir de ces deux risques qu'on a là, le temps et l'erreur, avec un modèle qui simplement est publisher-subscriber. Donc, un nouveau service qui arrive sur l'infrastructure va être automatiquement enregistré au niveau de Consul. Et on va le voir dans la démonstration de suite après. Donc, le nouveau service est enregistré au niveau de Consul. Consul va être capable de notifier le composant Consul Terraform Sync que le service a changé. Et à ce moment-là, Consul Terraform Sync va écrire le fichier de configuration Terraform et va automatiquement exécuter ce fichier de configuration pour mettre à jour la configuration ici du load balancer pour pouvoir accéder au service. Alors, l'annonce, et vous l'avez compris, j'imagine, l'annonce qu'on a faite au niveau de HashiConf sur ce composant Consul Terraform Sync, c'est la suivante. Ce composant-là était avant disponible avec Terraform Open Source. Il est maintenant disponible aussi avec Terraform Cloud ou Terraform Enterprise. Ce qui veut dire que les opérations de configuration remote peuvent être effectivement exécutées à partir de votre instance Terraform Cloud for Business. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on bascule sur la démonstration. Et dans un premier temps, je vais vous montrer exactement ce qu'est Terraform Cloud for Business. Donc, j'ai ici, si je reviens au niveau de mon organisation, j'ai la totalité des workspaces qui sont déployés. Et dans ces workspaces, je peux faire un filtre d'ailleurs ici au niveau de mes workspaces. Et j'ai les workspaces sur lesquels nous allons travailler dans le cadre de cette démonstration.
qui sont relatifs à la configuration automatique d'un Big IP F5. Donc, si je prends… alors là, vous voyez que j'ai 4 workspaces différents, parce que j'ai un workspace qui me propose l'infrastructure, un workspace qui va me déployer mes services, un workspace qui va me configurer mon infrastructure, et puis le workspace lié à l'automatisation. On n'est pas obligé de faire tout ça, mais en même temps, ça me permettait de montrer qu'on est capable de bien séparer les différents droits au niveau des workspaces de Terraform. Vous auriez pu faire tout dans le même workspace, par exemple, ça ne change rien. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme information au niveau d'un workspace? Plusieurs choses. D'abord, au niveau de la définition de ce workspace, ici, on va dire qu'il est remote, c'est plus du local comme on le faisait avec du Terraform open source. Je fais mes applies de façon manuelle, mais je peux les automatiser, ce qui veut dire que lorsque je déclenche, on le voit en haut à droite ici, au niveau de mes actions, lorsque je déclenche un nouveau plan, une fois que la partie plan est terminée, je peux automatiquement passer à l'apply. Je choisis la version de Terraform sur laquelle je veux travailler. Et puis, je spécifie aussi le workspace avec lequel je veux partager les informations, donc les outputs de mon state file. On n'est pas obligé de faire ça avec tous les workspaces. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est au niveau du version control, avec quel workspace, avec quel Git, repo, VCS, je vais synchroniser mon workspace. Et puis, on a aussi la notion de team access. Donc là, il y a une seule équipe, c'est la mienne en fait, qui a accès, mais je peux rajouter d'autres équipes dans mon workspace, notamment une équipe application si je veux, et je peux choisir les droits que je vais donner à cette équipe application. Donc là, c'est quelque chose qui est relativement important, parce que pour ceux qui connaissent bien Terraform et qui écoutent là, je peux faire uniquement de la lecture sur les runs, ou alors je peux ne faire qu'un plan, ou alors faire la totalité des actions de provisioning à partir de ce workspace-là. Je peux donner un accès aux variables en lecture uniquement, en lecture en écriture, ou alors pas du tout d'accès aux variables, on va le voir de suite après. Et puis au niveau des state files, est-ce que j'ai un accès à mon state file? Est-ce que je peux voir juste les outputs du state file? Est-ce que je peux lire tout le state file, ou alors est-ce que je peux lire et écrire le state file, c'est-à-dire déclencher toutes les opérations de provisionnement. Au niveau des variables, justement, puisqu'on en parle, on a ici les différentes variables sur lesquelles dont je vais avoir besoin pour mon provisionnement d'infrastructure. Et on voit ici, vu que je vais provisionner des infrastructures dans AWS, que j'ai un access key ID d'AWS, et puis j'ai aussi des informations un peu plus confidentielles qui sont chiffrées. Et ça, c'est relativement important, c'est chiffré. Terraform Cloud for Business y a accès avec son token au moment où il se connecte pour déployer l'infrastructure, mais les autres personnes qui n'ont pas accès au workspace ne peuvent pas avoir accès à ces informations qui sont quand même relativement importantes. Voilà. Et puis ensuite, on a effectivement l'état des différents runs que j'ai fait. Donc là, on va le regarder de suite après. Le run et puis aussi le contenu du state file, avec notamment, on a aussi un diff qui est proposé automatiquement. On le voit en bas ici dans l'interface entre ce state file et celui d'avant. Au niveau du run, en sortie du run, donc on voit bien là ici, j'ai fait un plan. Sur ce plan, il me disait quels étaient tout ce qui allait être provisionné. Donc ça, c'est relativement important. Si je suis d'accord avec ça, il y a un cost estimation aussi qui se fait, qui me dit voilà, ce que tu vas provisionner, ça va te coûter 138 $. Et si je suis d'accord, donc là, je le fais de façon manuelle, il va me provisionner tout ça avec en sortie, il me donne en sortie, effectivement, l'adresse IP, parce qu'il provisionne l'interface consul, il va provisionner un F5, un mot de passe pour se connecter sur le F5, l'adresse IP pour se connecter sur le F5, et le username, et éventuellement aussi du SSH si j'ai besoin de me connecter sur le F5. Donc voilà, ça c'était le premier point, et puis c'était en même temps un rapide tour d'horizon de tout ce qu'on va déployer ici, avec de toutes les façons dont on peut se servir, ou d'une grosse partie des façons dont on peut se servir de Terraform Cloud. Rapidement, on a aussi la registry, mais le but, ce n'est pas non plus de passer trop de temps là sur Terraform. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on avance au niveau de ce qui a déjà été provisionné. Donc, je vais voir au niveau de mon interface consul que j'ai effectivement 2 services NGINX qui sont provisionnés ici. Ces 2 services-là, d'ailleurs, je les vois
au niveau de mon EC2 ici, et ils sont provisionnés à partir d'un autoscaling group d'ailleurs. Ici, j'ai configuré un autoscaling group avec 2 instances de NGINX. Et ces 2 instances, en fait, sont… Alors là, il va falloir que je me relogue au niveau de mon BigIP. Je vais reprendre mon mot de passe que j'avais tout à l'heure, ici. Ces 2 instances ont été configurées ici par le composant Consul Terraform Sync au niveau du F5. Donc là, je les vois bien. J'ai ici mes 2 instances qui sont dans le pool qui s'appelle NGINX Pool. J'ai bien les 2 nœuds dont on parle ici. Donc, ce que je vous propose, donc là, ici, effectivement, si je me connecte sur l'adresse IP donc, du NGINX qui me propose le service, je vois bien en refresh automatique que le service est proposé sur l'adresse IP 82 et 102. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rajoute 2 instances et qu'on regarde comment cette configuration se fait. Alors, juste avant de faire ça, je vais juste vous montrer comment le composant Consul Terraform Sync est configuré. En fait, c'est uniquement en fait, un peu de code dans lequel je donne l'adresse IP de mon serveur Terraform. Ici, il faut lui donner un token, je ne l'ai pas écrit en dur ici, et puis on lui donne la source, le provider avec lequel on va travailler. Je lui donne aussi l'adresse IP de mon serveur Consul, l'adresse IP de mon BigIP, et le point le plus important qu'on va regarder pour nous maintenant avec ce composant Consul Terraform Sync, ce que je fais, c'est que je lui dis, voilà, tu vas me créer un workspace qui s'appelle F5 NIA CTS. On va aller regarder de suite après ce workspace. C'est la description en fait de ce workspace ici. Dans ce workspace-là, tu vas m'appliquer ce code-là, je vais vous le montrer de suite après. Et surtout, on lui dit, voilà, tu vas regarder dans Consul les changements qu'il y a sur le service qui s'appelle NGINX. Donc, le service qui s'appelle NGINX, on l'a bien vu, il est ici. Ensuite, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qu'on a vu ici, c'est qu'est-ce qu'on a dans cette source BigIP example. Donc, dans cette source BigIP example, j'ai ici un code alors j'ai un code qui est alors que je suis en train de retrouver. Alors, on va aller le prendre par là. Je vous demande pardon pour ça, mais voilà. 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 Et dans ce code-là, on se retrouve avec un code Terraform standard qu'on connaît et dans lequel il n'y a uniquement qu'une notion de template où je vais dire je vais provisionner un template avec ces valeurs qui me viennent de Consul. Donc, le node.value, node adresse, ça vient de Consul. Le port, ça vient de Consul. Et on fait ça pour chacune des instances qui sont revenues, qui sont remontées par Consul. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder au niveau de Consul Terraform Sync ici. Donc, c'est le composant que j'ai ici. Donc, on voit bien que ce que va faire Consul automatiquement et Consul Terraform Sync, ce qu'il va faire automatiquement, c'est qu'il va
réécrire, et c'est ça qui est relativement important, il va réécrire tout un fichier de configuration qui va pousser automatiquement au Big IP, avec ce fichier de configuration qui va avoir les deux adresses IP, le 199 et le 253 qu'on a vu tout à l'heure, du composant des deux Nginx. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va juste changer rapidement, pour voir comment ça marche, on va changer une chose qui est au niveau des variables. J'ai ici deux serveurs Nginx qui sont configurés. Je vais changer mon autoscaling group et je vais lui dire d'en provisionner 4 dans l'autoscaling group ici. Et je vais lancer un nouveau plan ici. Comme ça, on va en profiter pour voir en même temps comment fonctionne un plan. Donc, je lance un nouveau plan. Et dans ce plan-là, en fait, il est en train de regarder ce que je lui ai demandé de faire. Il analyse la phase de plan. Il va me dire aussi combien ça va coûter. Donc là, il voit bien qu'il y a au niveau de l'autoscaling group, il y a un refresh à faire et qu'il va y avoir une ressource qui va changer ici. Donc ça, il le voit bien. Et d'ailleurs, il va nous dire que la ressource, voilà, elle va passer, il le voit bien, de 2 à 4. Donc ça, il l'a bien vu. Ça, c'est le nom de la ressource. Il fait mon cost estimation, il me dit que ça va toujours me coûter 33,41 $, et puis il me demande de confirmer le ply, ce que je fais ici. Donc, on va se rendre compte, si on se connecte ici au niveau d'AWS, par exemple, que au niveau de mon autoscaling group, si je fais un petit refresh très vite, voilà, la capacité désirée, elle est à 4. On est 2 instances seulement lancées là maintenant. Mais il a bien vu que la capacité est à 4, et donc il va maintenant, si on retourne au niveau des instances, il va provisionner les 2 instances supplémentaires. Donc là, j'en ai que 2, mais on va voir arriver très vite les 2 autres. On voit bien d'ailleurs au passage qu'il y a le Big IP et le Consul qui ont déjà été provisionnés auparavant. Donc voilà, ça va prendre, c'est relativement rapide comme provisionnement. Si, voilà, j'ai ma 3e instance qui est provisionnée, et puis la 4e qui va arriver dans la foulée. Là, voilà. Donc là, j'ai mes 4 instances qui sont provisionnées. Donc, ce que vous avez vu, c'est que je l'ai fait uniquement à partir de Terraform Cloud. Je change une instance. Je n'ai pas besoin de me connecter sur AWS. Il l'a fait. Là, on le fait uniquement pour voir comment c'est fait. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'au niveau de Consul, j'ai 2 instances Consul. À partir du moment où j'ai rajouté ces 2 instances sans rien faire, et là, c'est la même chose, on va voir que j'ai mes nœuds. Voilà, j'ai un nouveau service qui arrive ici. Donc, j'ai 3 instances et on va voir la 4e qui va… Voilà, et la 4e qui arrive. Et le temps qu'il fasse les checks, parce qu'on l'a dit au niveau de Consul, il y a des health checks, les services qui ne sont pas en bonne santé, on ne va pas rediriger du trafic dessus. C'est évident. Donc là, on va attendre que les nœuds soient en bonne santé. Une fois qu'ils sont en bonne santé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aussi regarder ce qui se passe au niveau de… Voilà, le 3e nœud monte. Et là, on va voir le 4e nœud qui va monter aussi rapidement. Et ce qu'on va aller regarder à partir du moment où le 4e nœud est monté, ici, on va aller regarder ce qui se passe au niveau au niveau du Consul Terraform Cloud. Donc là, ici, on voit que a few seconds ago, il y a quelques secondes, il y a un nouveau run qui a été lancé ici. Et là, il est en train de, ce run-là, il est en train de, voilà, il est passé en auto-apply ici, et le apply est en train d'être exécuté. Ça y est, d'ailleurs, le apply a été complètement exécuté. Si on retourne au niveau des variables ici et qu'on regarde la variable qu'on a en bas, tout à l'heure, on avait juste 2 variables, 2 instances à provisionner. Là, on voit qu'on a le 102, le 129 ici, le 166 ici et le 82 ici. Donc, les 4 variables. Le code de provisionnement a été écrit automatiquement par Terraform. Si je regarde au niveau du Big IP, ici, que je regarde ma liste de nœuds, j'ai bien les 4 nœuds qui sont provisionnés ici. Et si je regarde sur mon interface graphique, ici, 129, 166, 82, 102, on a bien le load balancer qui a été mis à jour et j'ai accès au service de façon complètement automatique.
Donc voilà, j'espère que cette démonstration vous aura plu et je suis à votre disposition pour en reparler encore une fois. Donc oui, je m'appelle Jérôme Papazian et mon email c'est jpapazian@achitor.com. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.